Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Nous nous retrouvons ce soir pour aborder le thème de l'image, qui est au programme des classes préparatoires ECG et ECT cette année. Ce soir, j'aborderai l'œuvre de Léonard de Vinci et notamment ses paysages atmosphériques. Car de tels paysages pourraient paraître être à la charnière entre une image de type scientifique et une image au sens artistique et esthétique du terme. En effet, Léonard de Vinci, c'est ce qu'on appelle un homme universel. L'expression italienne de uomo universale désigne un homme qui est tout autant capable dans le domaine des arts que dans le domaine des techniques ou encore des sciences, ce qui est bien le cas de Léonard de Vinci. Avant que le savoir ne se spécialise, il était possible d'être un être universel, un homme universel, c'est-à-dire d'être le détenteur du savoir de toute l'époque. Léonard de Vinci appartient à l'époque de la Renaissance. Il est né le 15 avril 1452 dans la ville de Vinci qui lui donne son nom, une petite ville de Toscane. Il meurt le 2 mai 1519 à Amboise, en Touraine, en France donc. On a pu dire de lui qu'il était un homme universel parce qu'il s'intéressait à tout et savait tout. Il était autant artiste, peintre bien sûr, mais aussi sculpteur, architecte, musicien, écrivain, comme de science, ingénieur, inventeur, anatomiste. Or, la science et le savoir sont devenus inséparables de l'image. L'image qui accompagne et supporte le raisonnement, qui exprime le résultat d'une expérience, qui vient confirmer une hypothèse. C'est en 1608 que la première lunette d'approche est produite par un fabricant de la ville de Middelburg en Hollande. Ce fabricant s'appelle Hans Lippershey, Lippershey, et si lui-même pensait produire une lunette qui servirait d'abord aux expéditions militaires, elle fut utilisée pour la première fois en août 1609 par un certain Galilée pour observer les reliefs de la Lune et donner une meilleure connaissance de ce satellite de la planète Terre. Il n'y a donc, à proprement parler, d'image scientifique qu'à partir du moment où des instruments en produisent. La lunette astronomique en 1609, le microscope en 1650, le télescope à miroir utilisé notamment par Newton en 1671, en 1839, l'invention de la photographie qui aura de multiples usages scientifiques, en 1840, la découverte de l'effet Doppler qu'on utilise encore, et la découverte dans les années 1880 et 1890 des ondes radio, puis des rayons X, et enfin de l'électron, qui aboutiront à la fabrication en 1931 du premier microscope électronique. Dans les années 1950, les premières techniques échographiques, le microscope électronique à balayage, en 1958, l'invention du laser, et plus proche de nous, le microscope à effet tunnel ou encore l'IRM. L'idée ici n'est pas de faire l'histoire des images scientifiques, mais simplement de revenir à leur source. Car à la source, il n'y a pas d'abord des machines techniques. Il y a le dessin. Et ce dessin permettait tout autant de restituer ce qui était directement visible à l'œil que ce que l'individu essayait de voir et qui était caché à lui, à savoir les éléments profonds, les profondeurs de la Terre par exemple, ou les éléments les plus lointains et célestes. Dans son ouvrage « Philosophie de l'image », François Dagonier, qui est un grand spécialiste de philosophie des sciences, d'épistémologie, convoque le personnage de Léonard de Vinci dans le chapitre 2 de son livre intitulé « Le dessous et le dessus ». Dire qu'il y a un dessous et un dessus, c'est désigner des réalités qui échappent à la vue, parce qu'elles sont dessous ou dessus, c'est-à-dire inaccessibles à notre longueur de vue. Ces espaces inaccessibles ont souvent été l'objet de fantasmes, de grandes peurs. Je cite François Dagonier, « Que de raisons ont poussé les hommes à croire notre sous-sol livré au désordre, habité par des puissances malfaisantes. La terre, patrie de l'invisible noir et des morts, recèlerait toujours des dangers. Le haut, le lumineux, fascine. L'astronomie, de son côté, enseigna l'ordre, le retour, la répétition, à l'opposé même du ténébreux et du nocturne sans loi. » Dans ce court passage, Dagonier donc évoque les profondeurs terrifiantes de la Terre, mais aussi le haut, le lumineux fascinant, l'espace céleste où des astres
sont régis, semble-t-il, par des lois puisqu'ils ont une orbite régulière. Dagonet voit en Léonard de Vinci l'un des promoteurs d'une science des profondeurs, et pas simplement d'une mythologie des profondeurs. D'après lui, Léonard de Vinci aurait abordé les profondeurs de la Terre en anatomiste. Je le cite, « On autopsie la Terre comme un cadavre. Et les dispositions qu'on y discerne se rapprochent de celles qu'on décrit pour le corps humain. À la circulation du sang correspondent les mouvements de retour des eaux souterraines. La superposition des tissus évoque celle des diverses strates. Léonard de Vinci n'hésite pas. Pour lui, les montagnes sont les eaux de la Terre. » Dans cet extrait donc du chapitre 2 de Philosophie de l'image de François Dagonet, il est question d'une image qui permet de voir ce qui, à l'œil nu, nous échappe. Nous venons d'évoquer les différents instruments, les différentes découvertes scientifiques qui ont permis de voir à l'intérieur des corps, par exemple, ou loin dans l'espace. Il se trouve que Léonard de Vinci est, d'après Dagonet, un homme qui a été porté par le même souci que celui qui motivait la création de ces instruments de vue que nous avons évoqués tout à l'heure, à savoir la représentation de réalités naturelles qui seraient particulièrement embrouillées ou fuyantes. Dans l'introduction de son livre « Philosophie de l'image », Dagonet mobilise l'interprétation que donnait Paul Valéry de la méthode de Léonard de Vinci. En 1894, Paul Valéry donc publie « Introduction à la méthode de Léonard de Vinci », ouvrage dans lequel Paul Valéry n'hésite pas à parler d'imagerie concernant les croquis de Léonard de Vinci, les croquis scientifiques. C'est-à-dire qu'il utilise le vocabulaire actuel de l'image scientifique. On parle par exemple d'imagerie médicale. Commençons d'abord par analyser ce qu'est l'imagerie. L'imagerie a d'abord désigné la production historique, comprise notamment entre le XVIe et le XIXe siècle, d'estampes à la feuille qui étaient vendues à un public très très large, comme par exemple les images d'Épinal. Quand on parle d'imagerie, on entend par là donc une diffusion large. L'imagerie, elle s'appuie en particulier sur la gravure ou sur la xylographie, sur des méthodes de diffusion à un grand nombre d'individus. Elle s'est complexifiée au XIXe siècle par l'invention de la lithographie, mais c'est vrai qu'à partir du moment où la photographie a pris le relais, les images d'imagerie n'ont plus été colportées, et le terme d'imagerie a plutôt désigné le développement de l'image scientifique, et en particulier de l'image médicale. Ces images nombreuses dans l'imagerie n'ont pas grande valeur. On les édite sur des supports assez fragiles, rapidement usés. Ce sont des images qui sont remplacées régulièrement par des images neuves, qui sont jugées équivalentes parce qu'elles ont les mêmes fonctions, des fonctions qui pourraient être décoratives ou pédagogiques, prophylactiques, édifiantes, comme les images de saints par exemple. Elles ne sont pas des images destinées à être conservées, elles n'ont pas la valeur des grandes œuvres d'art par exemple. C'est encore le cas des images médicales. Lorsqu'on se fait faire une radiographie, on ne la conserve qu'autant qu'elle est utile au médecin, à notre santé, mais on ne va pas l'encadrer pour l'exposer dans son salon, ou la préserver dans les trésors d'un musée, comme si elle était un trésor, comme les œuvres d'art pourraient l'être, ou les originaux, qui eux sont uniques et méritent peut-être d'être conservés. Pour ce qui concerne l'œuvre de Léonard de Vinci, vous sentez qu'il y a bien une certaine ambiguïté, car Léonard de Vinci, nous le connaissons pour de grandes œuvres qui sont conservées dans des musées, qui sont des chefs-d'œuvre, des trésors nationaux, mais il y a aussi tout un pan de son œuvre qui consiste en des dessins d'anatomie, des dessins techniques, comme des machines par exemple, les fameuses machines volantes, mais aussi des armes, des cuirasses pour la guerre. Le corps humain n'a pas de secret pour lui, comme le rappelle le très célèbre dessin de l'homme de Vitruve, où les proportions idéales de l'être humain lui permettent d'entrer parfaitement dans un cercle ou dans un carré. Mais il y a aussi chez lui cette démarche d'aller ausculter le ciel, d'en comprendre tous les phénomènes météorologiques, ou encore d'étudier et de représenter les profondeurs de la Terre et ses mystères. Pourquoi parler à son propos d'imagerie, comme le fait Paul Valéry dans son petit ouvrage Introduction à la méthode Léonard de Vinci. Peut-être d'abord parce qu'il compose des milliers de dessins. Alors qu'il n'a composé que 12 toiles peintes, on sent la frénésie du dessinateur. Il ne diffuse pas ses dessins, c'est bien là la différence avec l'imagerie dont nous venons de parler, mais il produit un très grand nombre d'images, un peu comme les images médicales, dont on sent bien qu'elles ne sont pas destinées à être diffusées, mais elles ont leur utilité pour celui qui les observe.
Il y a bien imagerie, en tant que Léonard de Vinci donc produit à profusion des images à portée scientifique, qui visent la connaissance, qui ont une utilité, font par exemple progresser la médecine ou l'art de la guerre, l'urbanisme ou encore l'astronomie. Mais il y a surtout imagerie en un sens moderne, puisque l'imagerie, c'est cette image qui permet de rentrer dans les profondeurs du corps humain, par exemple, réalité inaccessible à l'œil nu. Je cite François Dagonier qui évoque la manière dont la science très longtemps n'a pas pu percer les mystères de l'intériorité de ces corps. Il écrit ceci dans son introduction. « Longtemps, la science expérimentale s'est attaquée à des situations observables et directement repérables. Un peu plus loin, dans le même passage, l'auteur évoque en revanche la modernité, ce moment où l'image se met à scanner, au sens littéral puisque tout scan en anglais veut dire scruter. Je cite ce passage. « L'imagerie scrute, entre parenthèses tout scanne, fouille, mais elle enregistre désormais ce non perceptible et le décompose en tranches après balayage. » Dans cette formule, qui fait écho manifestement au microscope à balayage, il est question donc de cette capacité de l'image à voir l'imperceptible, dit le texte, le non perceptible. Je vais essayer donc, dans ce second moment de mon analyse, de vous montrer comment Léonard de Vinci, à sa manière, a fait à peu près ce que font les scanners modernes, c'est-à-dire s'est attaché à représenter l'imperceptible. Et je n'ai pas choisi de le faire dans les petits schémas qui constituent donc le fameux codex de Vinci, c'est-à-dire cet ensemble de dessins qu'on a pu appeler a posteriori ses carnets. Je vais le faire tout autant par des recours aux carnets que par l'analyse de ses œuvres peintes. Des peintures qui déjà disent quelque chose de son attachement au caractère scientifique de l'image. En effet, dans ces toiles, Léonard de Vinci représente du paysage. Il s'agit souvent du fond de la toile, de son arrière-plan, mais on connaît de lui des dessins de paysages où seul le paysage est représenté sans figurer d'être humain. C'est assez audacieux, pourquoi ? Parce que pendant très très longtemps on a considéré, et cela jusque quasiment au milieu du XIXe siècle, que la peinture digne, ce devait être une représentation de l'être humain ou d'individus qui appartenaient au haut de l'échelle des êtres, à savoir des héros, des démons, des anges ou la divinité elle-même. Mais représenter de la nature, c'est-à-dire la partie basse de l'échelle des êtres, qui est au plus près de la matière, cela est indigne. Plus encore, peindre la matière élémentaire elle-même, les éléments, les 4 éléments, pour eux-mêmes, cela relèverait du non-sens et jetterait un discrédit sur la peinture en question. Comment alors expliquer que le plus grand peintre de la Renaissance s'adonne à cette pratique ? Pour essayer de le comprendre, je partirai d'une phrase de Paul Valéry dans le texte de 1895. L'auteur écrit ceci. « Peindre, pour Léonard, est une opération qui requiert toutes les connaissances et presque toutes les techniques. Géométrie, dynamique, géologie, physiologie. Une bataille à figurer suppose une étude des tourbillons et des poussières soulevées. » On le constate à travers cette phrase de Paul Valéry. Pour Léonard de Vinci, c'est l'œil du savant qui se pose sur le monde lorsque la peinture est produite. Vouloir représenter une scène de bataille à la guerre, ça suppose de comprendre tout ce qui se passe aux pieds des personnages, les petits tourbillons de poussière soulevés, dit le texte. L'exigence chez Léonard fait se conjuguer les attentes esthétiques et les attentes scientifiques. Cette exigence, elle peut permettre de comprendre la place inaccoutumée des dessins dans cette œuvre. La plupart des contemporains de Léonard de Vinci, comme Ghirlandaio, Botticelli ou le Pérugin, faisaient beaucoup moins de dessins que lui. Léonard a très peu produit comme peintre, mais immensément comme dessinateur. Le commentateur de l'œuvre de Léonard de Vinci, Johannes Nathan, écrit à ce sujet « L'œuvre de Léonard est dans une large mesure ébauche, plan, projet, concept. Face à une bonne douzaine de peintures de la main de Léonard, on a des milliers de dessins plus ou moins travaillés et de notes rédigées le plus souvent en écriture spéculaire. » Alors l'écriture spéculaire dont parle ici Johannes Nathan, c'est cette manière d'écrire à l'envers comme au miroir qu'utilisait Léonard pour cacher des messages à l'intérieur de ses carnets pour ne pas être lus par le premier venu. Quoi qu'il en soit, on comprend que tous ces dessins, qui ne sont pas que des dessins préparatoires, permettent à Léonard de saisir la matière même des choses.
de saisir notamment les puissances, les forces à l'œuvre dans la nature. Les éléments, les 4 éléments, sont restitués à travers plusieurs procédés. Nous parlerons d'abord du célèbre sfumato, S-F-U-M-A-T-O, qui consiste dans une sorte d'estompage ou d'enfumage, on l'entend dans sfumato, qui n'est pas du tout l'art de placer la réalité dans une espèce de brume ou de fumée, mais de rendre les contours des corps tels qu'on les voit, tels qu'on les perçoit, c'est-à-dire tels qu'on ne les voit pas en réalité, puisque les corps n'ont pas de contours. Le vibrato de l'expérience sensorielle visuelle fait qu'il n'y a pas de réel contour dans les corps. Voici ce que Léonard de Vinci écrit lui-même dans ses carnets. « Ô peintre, ne cerne pas tes corps d'un trait. » Cette incitation à ne pas cerner les réalités, c'est une manière pour lui de retranscrire la réalité mouvante. C'est trouver un art de la couleur aussi mobile que possible. Le sfumato, c'est ce léger tremblé, ce vibrato de l'air qui fait que les choses ne sont pas très visibles, elles sont comme brouillées. Pour le restituer, ce vibrato du corps ou de l'air, il fallait plusieurs couches à Léonard, qui utilisait en effet des lavis très très fins, les uns sur les autres, avec des temps de séchage qui étaient immenses, si bien que pour peindre une œuvre, il lui fallait plusieurs mois, voire plusieurs années. Le sfumato, nous pourrions dire que c'est l'art de s'attaquer à quelque chose qui est à peine visible, peut-être de l'ordre de l'invisible. Il est tout à fait éclairant d'ailleurs de constater que la peinture a d'abord été envisagée par Léonard comme un art tout à fait spécifique, très distinct des autres pratiques artistiques, parce que seule la peinture est en capacité de produire de l'espace, de restituer la profondeur d'un paysage, ainsi qu'il le rappelle lui-même dans un de ses carnets. Il écrit ceci : « Les sculpteurs ne peuvent pas représenter des corps transparents ou lumineux, ni la réflexion des rayons, ni les corps brillants tels que les miroirs ou d'autres objets réfléchissants, ni les brouillards ou le temps sombre. À l'opposé, précise-t-il un peu plus loin, l'espace du peintre semble s'étendre à des centaines de milles derrière l'œuvre. C'est peut-être en cela que l'image picturale est plus créatrice que l'image sculpturale, en tant que la peinture peut faire advenir une infinité de choses, et le talent du peintre en arrive à être assimilable à celui de Dieu. Je cite encore un extrait des carnets. « S'il veut créer des paysages, des déserts, des lieux d'ombre et de frais pendant les chaleurs, il le représente. S'il veut des vallées, s'il veut des hautes cimes de montagnes, découvrir de grandes étendues, et s'il veut ensuite voir l'horizon de la mer, il en a la puissance. » Le fabricant d'images, c'est un homme divin, prométhéen, qui est capable de fabriquer des mondes lui aussi. Analysons à présent la manière dont Léonard s'attaque donc à ces réalités peu visibles ou pas visibles qui sont les éléments atmosphériques ou géologiques dont on a vu qu'ils étaient l'essentiel des premières recherches en matière d'imagerie médicale d'après Dagonier. On sait que sous le patronage de Ludovic Sforza, Léonard de Vinci s'est lancé dans des analyses géologiques, notamment dans les montagnes du Lecco ou de Valsassina. Il a étudié les fossiles, l'érosion, il a analysé la manière dont les monts avaient été jadis immergés et a compris que l'eau avait un rôle capital dans la transformation de la Terre. Si on voulait comprendre la Terre, il fallait comprendre l'action de l'eau sur la Terre. Il étudie donc la formation des roches, le processus de fossilisation, la façon dont l'eau creuse et informe les rochers, la force de l'eau, les lois de son mouvement, de sa dynamique. Il se passionne également pour le ciel. La tempête le fascine, en tant qu'elle est d'après lui une sorte de déploiement des puissances de la nature, un déchaînement. Il voit en la tempête une sorte d'origine même du monde, son acte de naissance, car tout viendrait au départ d'un grand déluge, d'une grande activité de la matière, une activité chaotique comme une tempête extrêmement violente. Il se rend d'ailleurs pour comprendre la tempête en montagne, alors qu'on s'y rendait peu à l'époque tant elle faisait peur. Et là, en montagne, il est le témoin de mouvements extrêmement rapides, les nuages, les tourbillons, les pluies torrentielles. Et il met en scène ses forces en recourant à des petites touches arrondies qu'on appelle des touches serpentines, qui sont pleines d'élan, qui essaient de restituer la puissance des mouvements du vent, des masses d'eau, des masses d'air. Il aime par exemple lorsque ces masses se percutent, se rencontrent comme dans une cascade,
et produisent un bouillonnement immense, il essaie de restituer ça avec des petits traits d'encre ou de pierre noire qui sont mouvementés, qui sont arrondis, chantournés. Car il sait que le mouvement est au principe de la vie. C'est le mouvement qui explique que le lit des fleuves évolue en permanence, que les limons soient accumulés à un endroit, que des dépôts de sédiments produisent des engorgements, et c'est encore le mouvement qui explique le flux et le reflux de la mer ou l'éloignement des éléments terrestres et des éléments célestes. Autrement dit, pour lui, il faut restituer le mouvement. Or, le mouvement est à la fois perceptible et imperceptible. Il y a des mouvements rapides qu'on peut facilement constater, et puis il y a des mouvements très lents qui sont comme une espèce de vibration infime. Daniel Arras, A-R-A-2-S-E, dans l'ouvrage intitulé Léonard de Vinci, explique, je cite, que pour lui, le monde naturel est composé des 4 éléments traditionnels, la terre, l'eau, l'air et le feu, et de 4 puissances, le mouvement, le poids, la force et la percussion. Ces puissances peuvent avoir des effets très violents, conclut Arras. On retrouve là des attentes de l'image scientifique, représenter le mouvement, représenter le poids, représenter la force ou la percussion. Il y a chez cet auteur l'envie d'articuler l'esthétique et le scientifique. Prenons l'exemple de son traitement de l'eau. Vinci écrit dans les carnets « L'eau tourne en une continuelle révolution. De ça, de là, en haut, en bas, courant. Jamais elle ne connaît la quiétude. Pas plus dans sa course que dans sa nature. Elle n'a rien à soi, elle s'empare de tout, emprunte autant de natures diverses que sont divers les endroits traversés. » Et en effet, on comprend que, à travers ces mots, il veut nous dire que l'eau c'est plastique. L'eau est l'élément plastique par excellence. Elle prend la forme de son contenant, elle creuse lentement une forme, la dessine, elle produit la vie, anime les corps, elle produit aussi les tremblements de terre, elle suscite le vent, et bien d'autres cataclysmes. On voit ici le scientifique, attaché à restituer toutes les puissances de l'eau. Le premier dessin connu du maître, réalisé le 5 août 1473, est une vallée de l'Arno, le fleuve qui passe le long de la ville de Florence, un dessin à l'encre dont le sujet principal est une cascade dans les rochers qui surplombent la vallée de l'Arno. On devine quelques éléments d'architecture, un palais médicéen sur la gauche, mais l'ensemble est dominé par le mouvement du vent dans les arbres, qui est produit par des petites hachures demi-circulaires. On voit aussi qu'il a voulu restituer l'eau qui passe entre des rochers escarpés. Pour restituer de tels éléments, il utilise une touche circulaire tourbillonnante qui permet de restituer la puissance de la nature, son poids, sa tension, sa percussion, sa puissance, son énergie élémentaire. Il veut que les forces de la nature explosent sous ses doigts, et pour cela, il utilise des touches circulaires tourbillonnantes. Il utilise bien sûr la perspective atmosphérique avec le fameux sfumato que j'exposais tout à l'heure. Il veut restituer le déluge. D'ailleurs, Arras rappelle que lorsqu'il a vu le déluge de Michel-Ange à la voûte de la chapelle Sixtine, Léonard a été déçu. Il trouvait que Michel-Ange n'avait pas su restituer la puissance de la nature, cette explosion d'énergie élémentaire qu'est un déluge. Il faisait, Michel-Ange, trop de place aux hommes, sauvés par Noé sur l'arche en bois, mais pas assez aux forces élémentaires qui n'étaient que suggérées. En effet, Michel-Ange représente quelques arbres qui ploient sous le vent, quelques vagues écumeuses, mais rien de complètement cataclysmique, rien d'une mer démontée, rien qui ne restitue l'énergie divine et l'idée d'apocalypse. Pour Léonard, il faut restituer la violence de la nature, la violence des vents, les déluges d'eau, en comparaison desquels l'être humain est vraiment tout petit. Et cet être humain, d'ailleurs, peut être compris par ce biais, car l'être humain, lui aussi, est fait d'eau. L'être humain est également en mouvement. L'analyse de l'eau permet de saisir la structure analogique du corps, du visage, des humeurs. Daniel Arras rappelle d'ailleurs dans son ouvrage sur Léonard de Vinci combien le mode de connaissance de Léonard est un mode de connaissance par analogie, lequel a été mis en évidence par le philosophe Michel Foucault dans son ouvrage Les mots et les choses. Qu'est-ce que c'est que l'analogie ? C'est lorsqu'une chose en rappelle une autre, est travaillée par quelque chose d'analogue. Le mouvement de l'eau, par exemple, peut renseigner sur le mouvement du vent.
Le mouvement du vent peut permettre de comprendre les mouvements d'un oiseau dans le vent, ou les mouvements des cheveux dans le vent. Comprendre la chevelure permet de comprendre la crinière du cheval. Comprendre les grimaces chevalines permet de comprendre aussi la fureur de l'homme en colère, qui grimace lui aussi. Léonard est conscient de ce rapport analogique qu'il introduit entre des réalités très très différentes. En effet, il écrit dans ses carnets la phrase suivante. Pour donner une science véritable du mouvement des oiseaux dans l'air, il faut d'abord donner la science des vents, que nous établirons à travers les mouvements de l'eau en elle-même. Vous voyez qu'il passe de l'eau au vent, au mouvement des oiseaux. Comprendre l'invisible permet de représenter correctement le mouvement des oiseaux dans l'air. Car toutes ces réalités, petites ou grandes, sont travaillées par des liens plus ou moins lisibles, plus ou moins visibles. Mais en tout cas, ces réalités sont régies par les mêmes lois. Le macrocosme et le microcosme se ressemblent. Je cite encore Léonard qui dit « L'eau qui sourd dans la montagne est le sang qui maintient les montagnes en vie. Comparer l'eau des ruisseaux dans les montagnes au sang qui traverse le corps humain, c'est une manière analogique de faire le lien entre la montagne et l'être humain. Car en effet, l'homme aussi est composé d'eau. » Il écrit encore « Si l'homme est composé d'eau, d'air et de feu, il en va de même pour le corps de la terre. Et si l'homme a en lui une armature d'os pour sa chair, le monde a ses rochers, support de la terre. Si l'homme recèle un lac de sang où les poumons, quand il respire, se dilatent et se contractent, le corps terrestre a son océan qui croît et décroît toutes les 6 heures avec la respiration de l'univers. » Comparant la respiration de l'univers, c'est-à-dire la marée, avec la respiration et la contraction de nos poumons, voilà qui permet de faire le lien entre des travaux d'anatomie et des représentations de paysages. Représenter les poumons, comprendre la manière dont l'homme respire, est une manière de comprendre aussi comment le vent s'engouffre dans le monde. Ces analogies, on les retrouve dans l'œuvre. On pourrait mettre par exemple en parallèle les cheveux bouclés de son autoportrait de 1515 avec la figure d'eau tourbillonnante d'un dessin de Windsor de 1513. Il s'agit de grandes chevelures d'eau, des boucles ondulées, presque tressées de flots. Et si les cheveux longs et la barbe digne du philosophe de Léonard font écho à des flots tempétueux, c'est parce qu'ils sont constitués des mêmes éléments. Léonard, en bon scientifique, peint la matière même dont tout est fait. C'est ce qu'on retrouve d'une manière un peu plus discrète, certes, dans la Joconde. La Joconde donne à voir un paysage aussi troublant que le sourire de Mona Lisa. La loggia où elle est assise donne sur un espace extérieur très lointain. C'est le propre de l'art pictural que de produire, vous le savez, un espace très profond, d'après l'auteur, que la sculpture est incapable de restituer. Ce paysage ne reproduit aucun lieu précis. On sait qu'il est, ce paysage, le contemporain de toutes les études géologiques et hydrologiques des carnets de Léonard. Ce paysage donne figure à l'intuition fondamentale de Léonard. Arras disait de cette intuition fondamentale qu'elle était l'analogie entre la nature et l'être humain, entre le macrocosme et le microcosme. On a là un paysage au sfumato qui représente des monts et 2 lacs de montagne. Or Léonard voit dans ces lacs en hauteur l'origine même des fleuves et de l'Arno par exemple. Ces lacs imaginaires parlent de la nature originelle. Avant la maîtrise relative de la nature par l'homme, une nature en ébullition qui se crée elle-même. Peut-être aussi fertile que Lisa del Giocondo qui vient de se marier. La Joconde donc, Mona Lisa. Elle est représentée avec son voile noir. Elle est mariée et peut-être jeune mère. Voici ce qu'écrit Arras à son sujet. Cette analogie poétique entre Mona Lisa et le paysage est suggérée par un ensemble de continuités et d'échos formels que Léonard a tissés de l'un à l'autre. Depuis le repli du terrain, qui sur la droite semble continuer le mouvement du tissu posé sur l'épaule gauche de la figure, jusqu'au mouvement sinueux de la rivière ou du chemin qui, sur la gauche, fait écho dans le paysage aux boucles des cheveux du modèle. Ainsi,
Le dessin hydrologique ou géologique enseigne l'aube du monde, de ses lois, sa dynamique, rappelle le rôle premier de l'eau dans la façon dont le monde, dont les corps, dont la vie se dessinent, mais aussi le caractère élémentaire de l'être humain, ce microcosme dont la chevelure est un fleuve, dont le sourire est un chemin, et dont le regard est un gouffre brûlant. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée. Si vous aimez ce travail, n'hésitez pas à le soutenir en parlant autour de vous, en mettant un petit pouce en l'air, en vous abonnant à la chaîne. Je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.